Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de cette nouvelle structure gigantesque dans notre univers qu'on vient tout juste de repérer et sa taille devrait bien vous bouleverser. Ensuite on parlera de la détection fascinante d'un blazar, donc un trou noir supermassif émettant un jet très énergétique en direction de la Terre qu'on a découvert à l'autre bout de l'univers. On parlera aussi brièvement des aurores boréales que certains ont pu voir en cette nouvelle année et le spectacle fascinant que le soleil nous a offert. Puis on finira par la mystérieuse découverte de ces deux exoplanètes qu'on a trouvées à quelques années-lumière d'ici, à proximité d'une étoile semblable au Soleil. Installez-vous confortablement devant ce premier récap de l'actualité spatiale et décollage. Alors juste avant de commencer, j'ai une très grosse annonce à vous faire. Ces trois documentaires-là que j'ai fait au Chili m'ont coûté environ 15 000 €. Ces deux documentaires-là sur la gravitation quantique à boucle et la théorie du tout m'ont coûté pas loin de 2 000 €. Cette interview avec Thomas Pesquet m'a coûté environ 800 €. Ce documentaire sur les trous noirs m'a coûté dans les environs de 1 500 €. Et celui en Laponie, environ 10 000 €. Tout ce que je gagne, je le réinvestis dans des projets pour la chaîne. Et ça coûte cher parce qu'il faut se déplacer, parfois avec plusieurs personnes, faut payer des cadreurs, payer des monteurs, etc. Et la plupart du temps, je perds plus d'argent à faire ces projets-là que je n'en gagne. Et donc, j'ai envie de me professionnaliser, d'avoir du meilleur matériel et engager plus de personnes pour travailler avec moi sur les vidéos. Et j'ai envie de proposer du contenu encore plus qualitatif. Donc si tu aimes mon contenu et que tu souhaites m'aider dans cette aventure qui commence à peine, eh bien je t'invite à rejoindre la chaîne. En échange de ta souscription, tu intégreras une communauté très privée. Tu pourras voir mes vidéos et mes documentaires en avance, tu pourras choisir les prochains sujets de vidéos avec moi, tu auras accès aux coulisses de la chaîne et tu intégreras aussi un groupe de discussion privé où on pourra discuter tous ensemble. Je vous répondrai en priorité en commentaire, vous aurez des badges exclusifs qui ne seront réservés rien qu'à vous et des emojis que personne d'autre ne pourra utiliser. Alors ça se présente en fait sous la forme de 3 abonnements différents, vous prenez celui que vous souhaitez et chaque personne qui rejoindra la chaîne donnera un énorme boost pour la faire grandir. Ensemble, on ira bien plus loin et bien plus vite. Merci à ceux qui rejoindront la chaîne en la soutenant et cette fois-ci, décollage. Pendant une simple étude, des astronomes ont souhaité cartographier notre univers pour analyser le mouvement que faisaient les galaxies. Donc comment, pourquoi, à quelle vitesse et vers où elles se déplacent. Mais c'est là qu'ils vont faire une découverte stupéfiante. En voyant des milliers de galaxies, ils ont vu que certaines d'entre elles convergeaient vers une région de l'univers. Et après quelques recherches, ces galaxies se dirigeraient vers ce qui semble être un bassin d'attraction. Un bassin d'attraction, c'est donc une zone qui serait tellement massive qu'elle attirerait gravitationnellement des objets ou des galaxies vers elle. C'est alors qu'on a pu découvrir l'existence d'une nouvelle mégastructure d'une taille 50 000 fois supérieure à notre galaxie. D'une taille près de 5 milliards d'années-lumière. Et notre galaxie, la Voie lactée, ferait partie de ces nombreuses galaxies attirées par cette région. Bon alors faut noter que c'est pas la première fois qu'on détecte une mégastructure comme ça, et c'est bien loin d'être la plus grande, même si elle est déjà colossale. Il existe le Grand Mur de Sloan, un mur de 1,38 milliard d'années-lumière de long et qui se trouve à près d'1 milliard d'années-lumière de la Terre. Mais plus grand encore, on connaît le Grand Mur d'Hercule Couronne Boréale, un mur galactique immense qui s'étend sur une distance de près de 10 milliards d'années-lumière, soit 2 fois plus grand que la mégastructure que nous venons de découvrir. Notre galaxie fait déjà partie d'un bassin, c'est le superamas de Laniakea. Et le bassin de Laniakea est plutôt petit par rapport à celui qu'on vient de détecter. Il s'agit là en fait d'un regroupement des galaxies. Et le bassin de Laniakea est plutôt petit par rapport à celui qu'on vient de découvrir, puisque le nôtre fait près de 500 millions d'années-lumière. Cette immense structure contiendrait probablement des milliards de galaxies. Et cette découverte ne nous arrange pas tellement, parce qu'à la base, on s'attendait pas à découvrir de telles structures à de telles échelles dans l'univers. Donc c'est probable qu'on doive revoir notre hypothèse concernant le fait que l'univers soit totalement homogène. Au fil des découvertes, on pourrait se rendre compte que ce n'est pas toujours le cas. Un trou noir supermassif doté d'un jet pointé vers la Terre a été découvert à l'autre bout de l'univers. Alors qu'est-ce qu'il en est vraiment? On appelle ce genre d'objet un blazar. En fait, quand le jet d'un trou noir supermassif en question est dirigé vers la Terre, c'est un blazar. Mais autrement, c'est un simple quasar. C'est la plus grosse différence qu'il y a entre un quasar et un blazar. Alors celui-ci, c'est J1410-0139, et il se trouve que c'est le blazar le plus éloigné jamais identifié. Il se trouverait à près de 13 milliards d'années-lumière. Ça signifie qu'il existait seulement 800 millions d'années après le Big Bang. On l'a découvert avec le VLA, un réseau de radiotélescopes, mais aussi le Very Long Baseline, le télescope à rayon X Chandra et l'ALMA, dans lequel je suis déjà allé. Ce blazar, c'est un exemple de noyau actif de galaxies. Il en existe plein dans l'univers. Sauf que celui-ci serait aussi massif que 700 millions de fois notre Soleil.
Alors à titre de comparaison, le trou noir au centre de notre galaxie, celui qu'on nomme Sagittarius à étoile, a une masse d'environ 4 millions de fois celle du Soleil. Mais ce qui pose problème, c'est que ce trou noir était déjà aussi massif seulement 800 millions d'années après le Big Bang, à une époque où les trous noirs et les galaxies se formaient à peine, selon notre modèle actuel. Aujourd'hui, on fait de plus en plus de découvertes de genre. On découvre des objets de plus en plus lointains, des galaxies de plus en plus grosses dans les premiers stades de l'univers. Et maintenant, le blazar le plus éloigné de l'univers connu. Alors toutes ces découvertes portent à croire qu'il faudrait commencer à revoir notre modèle concernant les premiers stades succédant le Big Bang. Alors attention, je suis pas en train de dire que le Big Bang n'a pas eu lieu et qu'il faut revoir cette théorie, parce que déjà c'est la théorie et le modèle le plus prouvé à l'heure actuelle, mais je parle bien de nos théories sur la formation des premières galaxies et des trous noirs, qui sont probablement à revoir. Et faire ce genre d'observation, c'est extrêmement utile, puisque ça nous permet d'avoir un aperçu de l'époque de la réionisation de l'univers. C'est la fameuse époque où les premières étoiles naissaient. Et c'est très probable qu'à l'avenir, on détecte d'autres trous noirs, quasars ou blazars à cette même époque. Puis, à chaque nouvelle découverte similaire, la question revient encore. Comment se fait-il que des trous noirs supermassifs aient grandi aussi vite? On n'a toujours pas trouvé de réponse à ce sujet, et malgré les quelques hypothèses qu'on a, eh bien on ne sait toujours pas comment les trous noirs supermassifs, a priori présents dans toutes les galaxies spirales, se forment. À voir donc ce que nous réservent les découvertes futures. Le 29 décembre, une éruption solaire très puissante de classe X1,1 a eu lieu. C'est le type d'explosion à la surface du Soleil le plus puissant possible. Et à la suite de cette éruption, de fortes pannes radio ont été recensées. Alors je vous rassure, rien de grave, on a plutôt l'habitude de ça. Alors à noter que c'est pas la plus grosse éruption solaire de l'année, puisqu'il y en avait une de classe X9 le 3 octobre. Cette éruption a été accompagnée d'éjections de masse coronale, donc des éjections colossales de matière solaire. Le temps qu'elles arrivent sur Terre à la vitesse de 2 millions de km/h, ce n'est que 3 jours plus tard qu'on a pu observer des aurores boréales dans le ciel. Alors il y avait eu des aurores boréales dans la nuit du Nouvel An, du 31 au 1er janvier, mais aussi du 1er au 2, tout dans la nuit. Et ce phénomène s'explique assez simplement. En fait, la matière solaire est venue perturber notre champ magnétique. Ça a déclenché une tempête géomagnétique majeure de classe G3, et G3 sur une échelle de 5, c'est plutôt pas mal, et c'est généralement suffisant pour voir des aurores boréales en France. Alors bravo si vous en avez vu, moi j'ai pas vraiment eu cette chance-là, à cause des nuages. Mais c'est pas la dernière fois qu'on en verra, puisqu'on aura l'occasion d'en revoir en 2025 très probablement. Et la raison, c'est que le Soleil est actuellement, en ce moment même, à son maximum d'activité pendant son cycle de 11 ans. Donc ça veut dire que tous les 11 ans, il a un minimum et un maximum d'activité. C'est pendant cette période que ces éruptions et ces éjections de masse coronale sont plus fréquentes et plus puissantes. Et enfin, on en vient à la fameuse découverte de 2 exoplanètes. Une équipe internationale d'astronomes ont découvert l'existence de 2 planètes autour d'une étoile proche, qu'on nomme HD10 1581. Cette étoile est une étoile similaire au Soleil et elle a été la cible d'analyse par le télescope satellite TESS de la NASA, qui a déjà identifié à l'heure actuelle 7300 candidats d'exoplanètes. Et jusqu'à présent, 589 ont été confirmés. Depuis leur découverte en 1995, on détecte plusieurs exoplanètes chaque mois, et on estime qu'environ la moitié des étoiles de notre galaxie possèdent des planètes en orbite autour d'elles. Évidemment, on espère un peu tous un jour trouver une planète habitable où il y a de l'eau et des êtres vivants. Alors la vérité, c'est que cette découverte est pour le moment impossible. Notre technologie ne nous permet pas encore actuellement de détecter de l'eau liquide à la surface d'exoplanètes et encore moins d'estimer s'il y a des formes de vie. La seule chose qu'on peut faire actuellement, c'est juste analyser l'atmosphère de ces exoplanètes et détecter des traces de vie, c'est-à-dire des signes biologiques justifiant de la présence d'êtres vivants en surface. Comme nous par exemple, notre atmosphère nous trahit, rien qu'avec le CO2 et le méthane présents dans notre atmosphère. Mais il faut être vigilant parce que c'est probable que ces éléments chimiques se créent naturellement et donc les scientifiques doivent vraiment faire gaffe à ne pas crier victoire trop vite. Bref, qu'est-ce qu'il en est de ces 2 exoplanètes? Bon, d'abord pour ce qui est de l'étoile, c'est une étoile de type K, c'est un type d'étoile similaire au Soleil, âgée de 7 milliards d'années, soit donc 2 milliards d'années plus vieille que notre étoile. Elle a un rayon équivalent à 63% celui de notre étoile et une masse à 74% identique. Donc c'est une étoile bien plus petite et bien moins chaude que le Soleil. Et pour ce qui est de la distance de ce système, il serait à environ 41,7 années-lumière. Donc à l'échelle de notre galaxie, c'est tout proche. Les 2 exoplanètes découvertes sont très similaires à la Terre, avec des tailles presque identiques à notre planète bleue. Par contre, la masse de chacune de ces 2 planètes sont presque 4 fois supérieures à celle de la Terre. Donc pour la même taille, ces planètes sont plus massives. Ça veut dire qu'elles sont plus denses. Et si elles sont plus denses, alors leur gravité est probablement plus élevée. Si on y allait, on aurait beaucoup plus de mal à tenir sur nos jambes. Mais ces planètes sont malheureusement loin d'être habitables. La première, HD 101581b, a une température moyenne de 560 degrés Celsius. Et la seconde, HD 101581c, qui est un peu plus loin de l'étoile, à 8 millions de kilomètres contre 6 millions de kilomètres pour la première, a une température moyenne de près de 474 degrés Celsius. À cause de leur proximité avec leur étoile, ces 2 planètes ne se trouvent pas dans la zone habitable. Et donc, ont très peu de chances d'avoir de l'eau liquide en surface. C'est presque même
impossible. Alors pour rappel, la zone habitable, c'est une zone autour d'une étoile dans laquelle la température est propice à l'existence de l'eau liquide en surface sur une planète. Vénus, la Terre et Mars font partie de la zone habitable du Soleil. Mais on en a l'exemple, une planète peut se trouver dans la zone habitable, et pourtant, ça ne veut pas dire qu'elle peut accueillir la vie. Pour preuve, Vénus et Mars ne sont pas habités ni habitables. Voilà donc pour le récap de l'actualité spatiale. C'est la première fois que je fais ce format-là réellement sur cette chaîne, donc dites-moi si ça vous plaît, et dites-moi si vous voyez des améliorations à faire ou autre, ça m'aide. Alors on n'a pas trop parlé de manière dans cette vidéo que je fais à ce sujet, je pense vraiment qu'elle pourrait vous. Merci à ceux qui la chaîne, ça très maman. C'était Zebrolos, pour samedi, une nouvelle vidéo. Bye.